La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative, c'est-à-dire causée par la dégénérescence de certains neurones. C'est encore une de ces maladies où il reste beaucoup de zones d'ombre. L'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux a adopté une démarche de recherche qui lie étroitement cliniciens et chercheurs. Nous avons aujourd'hui en France environ 150 000 personnes qui sont touchées par la maladie de Parkinson avec le vieillissement démographique, un chiffre qui va accroître ces 10-20 prochaines années. Il n'y a pas de consensus sur une cause ou des causes de la maladie de Parkinson. La dernière grande révolution, c'est la révolution génétique. Et malgré cette révolution génétique, on sait aujourd'hui qu'il y a seulement 10 à peut-être 15% des cas de maladie de Parkinson qui sont causés par la dysfonction d'un gène particulier. Et on va rentrer ici. On tourne à droite, on balance bien les bras. Et on va se mettre ici entre les barres parallèles. Non, il n'y a aucune preuve scientifique que l'on puisse guérir actuellement la maladie de Parkinson. Et cela reste bien sûr un défi majeur pour cette maladie, au moins la ralentir, et pour l'ensemble des maladies neurodégénératives, de pouvoir avoir une action sur leur évolution, ce qui n'est pas le cas actuellement. On continue ? On se redresse bien. La clé principale de la maladie de Parkinson est l'action d'une molécule appelée dopamine. C'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chargée de transmettre l'information entre les neurones. Quel est le processus ? La communication neuronale repose sur le transfert d'impulsions électriques que l'on appelle potentiel d'action d'un neurone appelé présynaptique vers un neurone qui va recevoir l'information que l'on appelle neurone postsynaptique. L'élément clé pour ce transfert d'information s'appelle la synapse, comme vous pouvez le voir ici. Et donc cette synapse va transmettre l'information à un neurone postsynaptique en libérant des messagers chimiques que l'on appelle neurotransmetteurs et qui vont se fixer sur les récepteurs de ce neurone et en modifier son activité. Les neurones qui régulent la dopamine sont des neurones spécialisés, les neurones dopaminergiques. C'est la disparition de ces neurones qui engendre la maladie de Parkinson. À l'origine de la maladie de Parkinson, nous avons la disparition des populations de neurones qui produisent la dopamine. Ces neurones sont situés dans une structure qu'on appelle la substance noire, que vous pouvez apercevoir ici sur une coupe anatomique. Chez un patient parkinsonien, ces neurones ont disparu et on ne voit plus cette coloration. Et c'est la disparition de cette population de neurones qui entraîne les symptômes de la maladie. La substance noire est un noyau du système nerveux, c'est-à-dire un amas de cellules spécialisées. Ici, les neurones dopaminergiques. Elle est située au niveau du tronc cérébral, à la base du cerveau. Les corps de Lewy sont la signature de la maladie de Parkinson. Ils sont observés notamment dans la substance noire. Ils sont ici marqués en rouge. Ce sont des agrégats anormaux de protéines qui se forment à l'intérieur même des cellules nerveuses. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, on a l'augmentation de la production de certaines protéines. Donc, tout le monde connaît, pour la maladie d'Alzheimer, la présence des plaques séniles, qui sont la constitution d'agrégats de protéines extracellulaires, donc en dehors des neurones. Dans la maladie de Parkinson, on a également la constitution d'agrégats de protéines, mais cette fois-ci à l'intérieur des neurones. On les appelle les corps de Lewy. Et ces corps de Lewy, c'est le seul marqueur anatomo-pathologique qui permet aux pathologistes de dire « ce patient souffrait effectivement d'une maladie de Parkinson ». Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est ces corps de Lewy, qui sont donc dans des neurones, ils sont encore présents. Est-ce qu'ils sont un mécanisme protecteur sur des neurones qui subissent un stress, qui subissent une attaque? Et donc le corps de Lewy est là,
est en fait un symptôme d'une compensation et d'une réaction de l'organisme pour essayer de se préserver? Ou alors, est-ce que le corps de Lewy est un mécanisme pathologique qui va conduire à la mort du neurone à terme? La disparition des neurones dopaminergiques dans la substance noire entraîne le dysfonctionnement d'un réseau appelé ganglion de la base. Ce système est formé d'un ensemble de structures nerveuses interconnectées. L'une des fonctions des ganglions de la base est de sélectionner et de contrôler les mouvements. Quand la substance noire est altérée par la perte des neurones dopaminergiques, c'est d'abord la maîtrise du mouvement par le patient qui est affectée. La dopamine, synthétisée par les neurones de la substance noire, est libérée dans différentes structures cérébrales, mais principalement au niveau des ganglions de la base. Ces ganglions de la base sont des noyaux qui sont situés à l'intérieur du cerveau, comme représenté ici sur une coupe frontale. Imaginez qu'on prenne ce cerveau et qu'on le coupe à ce niveau-là. Et sont ces structures représentées en bleu, ici, dans chacun des hémisphères. Ces ganglions de la base sont impliqués avec le cortex et le thalamus dans une boucle fonctionnelle qui permet de réguler différentes fonctions, principalement les fonctions cognitives, les fonctions motrices et les fonctions associatives. À une échelle plus fine, tout ce réseau des ganglions de la base ne repose donc plus que sur le fonctionnement électrique des neurones. La technique mise en œuvre ici, appelée patch clamp, permet d'enregistrer le signal transmis par un neurone unique sur une tranche de cerveau conservé vivant et tout juste prélevé sur un rat. Quand les neurones ne fonctionnent plus correctement, le réseau tout entier ne joue plus son rôle. Le réseau des ganglions de la base contrôle le mouvement volontaire et donc dans les conditions physiologiques, l'information motrice va être véhiculée le long de ce réseau, ce qui va permettre la sélection d'une action motrice et l'exécution d'un programme moteur approprié. Dans la maladie de Parkinson, la dégénérescence des neurones dopaminergiques va faire que le réseau des ganglions de la base va fonctionner de manière anormale. Ce qui est caractérisé par une activité synchronisée de l'ensemble des neurones de ce réseau, qui ne permet plus la sélection de l'action, et donc ce qui entraîne l'apparition des symptômes de la maladie de Parkinson, tels que le tremblement. Il va falloir continuer après, à la maison. Mais je vais essayer d'améliorer Oui. comme il faut. Le tremblement parkinsonien est un tremblement de repos. C'est pas un tremblement d'action où on tremble pendant l'action. C'est pas un tremblement de posture où on va chercher à maintenir une position et là tout le monde tremble au bout d'un moment. C'est un tremblement de repos. Et ce tremblement de repos, il a une fréquence de décharge aux alentours de 6 Hz. De façon assez étonnante, les réseaux, ces fameux réseaux passant par la boucle de contrôle des mouvements, vont avoir des modulations de leur fréquence de décharge avec des oscillations qui sont avec des fréquences du même ordre. Donc les oscillations de fréquence, quelles que soient les différentes structures du réseau, vont intervenir avec une fréquence de 6 Hz. Je vais essayer, on va essayer celui-là, mais il ne va pas y avoir en forme. Un des principaux résultats que nous avons montrés dernièrement, c'est que dans la condition pathologique, certaines synapses inhibitrices dans le réseau des ganglions de la base ne fonctionnent plus de manière correcte et en fait, elles transmettent trop d'informations, comme vous pouvez le voir ici. Donc ceci est dû à une augmentation du nombre de récepteurs et une augmentation du nombre de contacts entre la synapse et le neurone postsynaptique. Et nous pensons que cette augmentation de la transmission synaptique inhibitrice participe aux troubles de la maladie de Parkinson. Mais on sait très bien que la maladie a commencé déjà des années avant. Et c'est le cerveau, les capacités de compensation du cerveau qui sont extraordinaires, qui permettent pendant 5, 10, voire 20 ans de compenser la manque de la dopamine qui à la fin va être à la base de la manifestation des symptômes. Le neurologue doit retrouver une lenteur du mouvement
Un autre symptôme, ça peut être la raideur, ça peut être le tremblement. C'est un tremblement qui est un tremblement de repos et qui souvent est la motivation principale du patient de consulter le neurologue. Les traitements de la maladie de Parkinson visent à remplacer le neurotransmetteur qui manque, cette fameuse dopamine. Et en quelque sorte, on est un peu dans la situation d'un diabète où pour contrôler le sucre, il faut donner plus ou moins d'insuline. C'est ce qui se passe au niveau cérébral, il manque de la dopamine, on va la remplacer, pas par la dopamine directement parce qu'elle ne passe pas au niveau du cerveau, mais par un précurseur, c'est-à-dire ce qui va fabriquer la dopamine au niveau cérébral. Et ça, il s'agit de la lévodopa. C'est le traitement de base de la maladie de Parkinson. Ou alors on peut mimer l'action de la dopamine comme une fausse clé dans une serrure. Et il s'agit là des agonistes dopaminergiques. Donc ils vont mimer l'action de la dopamine. On dispose aussi d'autres médicaments qui vont empêcher que la dopamine au niveau cérébral se dégrade trop rapidement. Et donc on va empêcher des enzymes de dégradation de la dopamine, il en existe deux, donc deux types de médicaments, d'agir au niveau cérébral et augmenter ce taux de dopamine. Voilà en quelque sorte les familles de médicaments dont on dispose. Le moral reste bon. Ah oui, moralement, c'est très bien. Et le sommeil? Beaucoup plus de difficultés. Ouais, d'accord. Le médicament que vous n'avez pas, c'est le médicament qui va faire fabriquer directement de la dopamine. C'est la L-Dopa. D'accord? Ça, c'est le médicament de base, la pierre angulaire du traitement de la maladie de Parkinson. Avec la lévodopa, il y a une disparition quasi totale des symptômes. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question quand il faut mettre la lévodopa, parce que l'efficacité est tellement importante qu'on ne peut pas non plus se priver de l'effet de ce médicament. Oui. Voilà. C'est qu'à un moment donné, au début de la maladie, vous ressentez l'effet de la lévodopa de manière très prolongée. Et avec le temps, ça va se restreindre et on va être obligé de donner plus de prise parce que les symptômes vont réapparaître. Une des questions auxquelles mon équipe s'intéresse particulièrement sont les effets secondaires induits par la L-Dopa. Pendant les premières années de traitement, les patients vont bénéficier de ce que l'on appelle une lune de miel. Leurs symptômes sont correctement pris en charge par la L-Dopa et sont largement améliorés. Après 5 années de traitement, on estime que 40 à 50% des patients vont présenter des effets secondaires. Après 10 ans de traitement, c'est quasiment 90% des patients. Qu'est-ce que l'on entend par effet secondaire? Et on va entendre deux classes d'effets secondaires principalement. Une classe que l'on va appeler les fluctuations, qui sont en fait une détérioration de la réponse thérapeutique à la L-Dopa. Le deuxième point, dans les fluctuations, ça va être ce que l'on appelle les effets on-off. Un patient qui prend la L-Dopa après quelques années de traitement va pouvoir présenter des fluctuations on-off, à savoir qu'il est amélioré. Les taux plasmatiques et les taux cérébraux de L-Dopa sont optimaux et pourtant, dans le temps d'un claquement de doigts, ou en tout cas en quelques minutes, il va revenir à un état off, c'est-à-dire non amélioré, parkinsonien. Aussi soudainement qu'il est passé dans un état off, il va repasser dans un état on. On est incapable de comprendre quels sont les mécanismes et malheureusement, les modèles animaux que nous utilisons ne permettent pas d'étudier ce phénomène. La deuxième grande classe d'effets indésirables du traitement à long terme à la L-Dopa sont les dyskinésies. Les dyskinésies, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire mouvement anormal. Donc autant la maladie de Parkinson est une maladie paralysante, le mot latin pour maladie de Parkinson c'est paralysie agitans, donc c'est la paralysie agitante en référence au tremblement, et les dyskinésies vont être au contraire des grands mouvements de type choré, comme la choré de Huntington, des grands mouvements involontaires. Le patient ne souhaite pas exécuter ce mouvement et il y a pourtant la présence de ces grands mouvements, également de crampes.
Donc mon équipe de recherche s'intéresse en particulier à comprendre quelle est la cause de ces dyskinésies. Pourquoi le traitement chronique avec cette L-Dopa conduit à la présence de ces dyskinésies. Non seulement à comprendre la cause, mais à proposer également des pistes thérapeutiques, car si les patients pouvaient présenter des dyskinésies moins sévères, on pourrait bien sûr prolonger l'utilisation de la lévodopa ou augmenter les doses de lévodopa pour le bénéfice des patients. Et donc c'est ces patients qui, au bout de plusieurs années, ont des grandes fluctuations, un état on-off imprévisible, des blocages imprévisibles, des grandes dyskinésies lors du pic de dose, chez qui on va proposer la chirurgie cérébrale par stimulation cérébrale profonde, dans la mesure où ils n'ont pas de contre-indication, bien sûr. Et les principales contre-indications, c'est l'âge du patient. On opère peu ou pas de patients âgés, en particulier au-delà de 70 ans. Il ne faut pas qu'il y ait de l'altération de la mémoire ou d'autres processus psychiques ou de l'intelligence. Aujourd'hui, ce sont près de 5000 patients qui ont été opérés en France. L'opération est longue, près de 8 heures. Oui, j'ai clampé la tête. 1, 2 et 3. Encore être complet maintenant. Le ventricule, on est assez loin, ce coup-là c'est bon. Donc nous on est prêts. Ok, on va mettre la patiente dans le robot. Donc on va vous fixer la tête dans le robot. Le robot c'est un bien grand mot, hein. En fait c'est un truc rigide, hein, c'est tout. Vous allez bouger les jambes, le corps, et mettez-vous bien. La première chez l'homme a été réalisée à Grenoble. Donc, après ma thèse, je suis parti chez Alim Louis Ben Abid à Grenoble, où on a fait la première intervention chirurgicale chez les patients parkinsoniens. C'était en janvier 93. Et c'est vrai que c'était très stressant parce que, bon, on a vu que ça marchait très bien chez l'animal, mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner chez le patient. Mais c'était une émotion énorme, en fait, la première chirurgie chez le patient. Et quand on a vu au bloc opératoire que ça marchait très très bien, c'était un grand soulagement. Et ça montre en fait un exemple concret de la recherche translationnelle, puisqu'on est vraiment passé du singe à l'homme. Maintenant, elle est rentrée dans la pratique routinière de la thérapie parkinsonienne, ça fait vraiment plaisir. Voilà. J'ai centré la cible du dessous et du dessus. Et donc ça, c'est ma position de l'électrode, droite de face. Dans cet ensemble de structures des ganglions de la base, il y a une structure qui est très importante qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qui est la seule structure excitatrice de cet ensemble. Et les enregistrements au sein de cette structure ont montré que l'activité régulière caractéristique de la situation normale se transforme en activité en bouffée qui est complètement anormale. Et donc, c'est la signature physiopathologique de la maladie de Parkinson. Tu me donnes les 5 tout de suite, s'il te plaît. La stimulation cérébrale profonde va agir sur ces décharges anormales afin qu'elles redeviennent régulières. C'est le latéral, et ça c'est la... Voilà, les 5 électrodes sont en place. Alors vas-y. Quelqu'un peut me donner les codes couleurs? Un faisceau d'électrodes est introduit dans le noyau sous-thalamique pour détecter la zone où les neurones sont les plus actifs. La blanche c'est quoi? La blanche c'est interne. C'est l'interne. Donc eux ils vont descendre 1 cm jusqu'à la cible, peut-être un peu plus, on va voir, ils vont nous dire. La patiente reste éveillée pour répondre aux sollicitations du neurologue. Là, je vais descendre petit à petit en fait, dans le cerveau avec 5 microélectrodes pour enregistrer l'activité des neurones, des zones traversées par les microélectrodes. Et une fois les électrodes vont rentrer dans le noyau, on va voir un changement en fait, au niveau de l'activité électrique des neurones. Et donc, on va pouvoir identifier le noyau pour qu'on mette en place l'électrode définitive. Cette opération sera répétée sur les 2 hémisphères du cerveau. Vous avez mis l'électrode? Pardon? Vous avez mis l'électrode? Oui, oui, ça fait un petit moment déjà qu'on a mis l'électrode. Il n'y en a pas une, il y en a 5.
tout marche bien, il n'y a aucun souci. Je tremble toujours. Ah non, mais ça, on vous a pas mis l'électrode qui permet d'arrêter le tremblement. Hein. Ah, voilà. Pour l'instant, on descend des micro-électrodes dans le cerveau pour enregistrer l'activité des neurones, pour se repérer le mieux possible. Et lorsqu'on aura déterminé laquelle des 5 électrodes est la plus intéressante, on la sort et on met l'électrode définitive. Donc c'est normal que vous tombiez encore. Hein. Voilà. Très jolie activité. Serré. Lâché. Serré. Donc comme on a 2 électrodes dans le noyau, on essaie de regarder s'il y a des réponses en fait au mouvement, comme vous le voyez avec Pierre qui est en train de bouger le bras, pour voir si les neurones répondent en fait au mouvement. Puis dans chaque hémisphère, une seule électrode définitive est implantée. Oh, une nouvelle. Oui. Donc je mets l'électrode là, l'électrode définitive. Hein. Oui. Après, on connecte en fait ces électrodes, comme vous le voyez ici, grâce à un câble qui descend sous la peau jusqu'à un stimulateur. Et c'est grâce à ces impulsions électriques que nous avons cette amélioration des symptômes moteurs de la maladie. Donc, Monsieur Cotten, vous savez, vous êtes opéré depuis 2009. Oui. Donc, vous avez un traitement qui est vraiment très petit. Donc, je pense qu'il faut maintenir la dose du midi. Hein. Je vais regarder la neurostimulation pour voir où on en est. Il n'y a pas de problème. En fait, regardez, on regarde le petit... Là, il a l'air de se mettre en vert, donc c'est bon. Il faut que je regarde si ça a bougé par rapport à la dernière fois. Et puis, je vais regarder les impédances. Avant l'opération, j'étais très très mal au point. Et je me sentais découragé, je ne pouvais plus rien faire. Mais maintenant, avec l'opération, je pouvais tout faire. Et je me suis même inscrit j'étais pas... Pendant 10 ans, je n'ai pas travaillé. Je me suis réinscrit au Pôle emploi, maintenant. Mais bon, ça fait depuis que j'ai opéré, je suis inscrit. Mais bon, je n'ai rien trouvé jusqu'à maintenant. J'ai dit, bon, je continue quand même. Mais les jours en jour, ça va mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. Je me sens encouragé pour travailler. Mais bon, il ne faut pas que je fais des gros trucs lourds aussi, parce qu'avec la pile, on ne peut pas faire des trucs lourds, des trucs très graves, quoi. Mais sinon, des trucs légers, je peux faire. Le week-end, je fais des ordinales, c'est moi tout. Mais en été, quoi. En hiver, non. La stimulation cérébrale profonde transforme la vie de nombreux patients en réduisant considérablement leurs problèmes moteurs. Mais la recherche, ici, s'intéresse aussi à d'autres symptômes liés à la maladie. Ce sont entre autres l'anxiété, le manque de motivation, la dépression. Ils entraînent souvent des situations difficiles à vivre pour les proches. Oui. Revenez vers moi. Essayez d'aller un peu plus vite. C'est en 1817 qu'un médecin anglais, James Parkinson, publie une description des symptômes d'une maladie qui porte aujourd'hui son nom. Depuis, malgré les progrès extraordinaires dus à la L-Dopa et à la stimulation cérébrale profonde, on ne sait traiter que les symptômes moteurs. Cette maladie avance cachée. Elle est pour cela difficile à étudier. La recherche sur la maladie de Parkinson, qui est une recherche mondiale, c'est pas uniquement dans notre laboratoire ou pas uniquement en France, c'est une recherche mondiale et l'ensemble des pays en bénéficient. Aujourd'hui, propose un certain nombre de solutions pour le traitement de la maladie de Parkinson. Le point noir, c'est sommes-nous ou serons-nous capables à moyen terme d'arrêter ou de ralentir le décours de la maladie? La réponse est non, en tout cas non à moyen terme. Nous avons évidemment les plus grands espoirs à long terme, mais c'est encore un domaine qui est trop jeune sur le plan de la recherche fondamentale mondiale pour pouvoir affirmer avec certitude que nous serons capables. Le simple, si on peut parler de simple ici, la simple validation dans des études cliniques de telles approches prend 10 à 12 ans. Donc on n'est vraiment pas dans le moyen terme. Par contre, pour les symptômes de la maladie de Parkinson ou pour les symptômes non pris en charge aujourd'hui ou pour la sévérité des dyskinésies dopa induites, effectivement, un certain nombre de stratégies sont à venir.